retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire dans Podium Jeunesse. Elle a modifié et bouleversé notre quotidien depuis 2 ans. En effet, la détection du premier cas de contamination de la COVID-19 a été officiellement confirmée le 6 mars 2020 au Togo. Avec des pics répétés, notre pays s'est retrouvé dans la fournaise de la pandémie. À ce jour, la situation apparemment s'améliore, mais de nombreuses questions taraudent l'esprit de plus d'un. Plusieurs incertitudes demeurent et de multiples questions restent encore sans réponse et les mesures restrictives sont toujours en vigueur. Avec un retour, je veux dire, la jeunesse constituant une frange souvent réfractaires aux mesures barrières, il importe de maintenir le débat et des réflexions autour de la question à son endroit. Donc, avec un retour sur ces 2 années écoulées et envisageant l'avenir, mes invités vont nous expliquer comment la pandémie a changé leur vie et nous parlerons du sentiment qui les anime durant cette période d'accalmie que nous vivons depuis quelques semaines et aussi des comportements à adopter au cours de la dite période. Ces invités, Sergine Raimondo, nous révèlent leurs identités dans la rubrique Podium Jeunesse. Aujourd'hui, Pélagie est avec Dr Yaogan Atchou. Il est sociologue du développement et consultant. Dr Alexis Agbodjan, il est médecin généraliste. Sefi Amenou Sessi, il est conseiller de jeunesse. Sylvanus Akanwo, il est entrepreneur. Chers invités, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Surtout, cette période d'accalmie fait du bien à plus d'un. Bon. Absolument. Bon, quand on dit Covid-19, à quoi vous ramène l'évocation de ce nom ou à quelles images vous fait-il revivre? Docteur Atchou. Merci pour la parole. Je vous en prie. Et aujourd'hui, quand on évoque la Covid-19, c'est cette maladie-là qui a changé les comportements sociaux. Puisque je suis sociologue, c'est pourquoi je voudrais l'aborder sur ce plan-là, parce que nous savons que l'Afrique est beaucoup plus déterminée par les liens sociaux qui sont très forts. Et donc, à travers les chaleurs humaines, le fait de se saluer, de se serrer les mains, de s'embrasser, ainsi de suite. Mais avec la Covid-19, on a vu que ces comportements-là ont pratiquement disparu, et avec l'individualisme causé par les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le port de masques, le lavage régulier des mains, exactement. Et donc, il y a eu un changement qui a bouleversé les comportements sociaux au sein des communautés, surtout africaines. Merci beaucoup, Sylvanus. Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager un plateau, aujourd'hui avec beaucoup de docteurs apparemment. Mais, alors, s'il faille parler d'image, moi, je vois beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Beaucoup de fake news. Au même moment, je vois des gants, des gens qui n'avaient pas l'habitude de porter des gants et tout ça. On est devenus subitement tous des chirurgiens, parce qu'on portait beaucoup de gants, beaucoup de cache-nez. Les images qui me viennent en tête, en tout cas, sont suffisamment lourdes de sens et vivement que ça ne se répète plus. Si je dois répondre de façon courte à la question, ce sont les images qui me viennent en tête et c'est terrifiant. OK. Merci. Sefi Amenou. Merci. Tout à l'heure, quand Sylvanus parlait de gants, etc., l'image qui me revient, c'est des gens qui portent un gant à longueur de journée, pensant se protéger. Et c'est après qu'on dit attention. C'est plutôt... le contraire. On dirait que vous êtes en train de marcher avec la maladie, en fait. Donc, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas chirurgien, vous n'êtes pas infirmier, vous n'avez pas besoin forcément de porter le gant. Et l'image qui me vient également, c'est des gens qui sont habillés dans le... Comment ça s'appelle c'est un dispositif ou une combinaison carrément de la tête aux pieds. Qui rend la marche difficile. Qui rend la marche difficile. Je me demande s'ils arrivent à vraiment respirer dans cette combinaison. Et la dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est l'assertion que beaucoup ont eu de l'Afrique, en fait. Parce qu'on avait décrit ou prédit que l'Afrique devait subir sérieusement cette maladie.
Mais ironie du sort, finalement, on dirait que nous avons été plus résilients que tous les autres. Voilà. Docteur Agbodjan. Et merci. Bon, je rejoins un peu le groupe. C'est déjà bien. Mais pour moi, par exemple, l'image dans mon domaine, c'est des millions de morts que nous avons. Ces millions de morts que nous voyons chaque fois sur les bandes des télés, chaque fois les chiffres qui défilent, ça fait peur. Le confinement, les restrictions sanitaires. Également, vous allez avoir des gens en fait, qui ont sorti de tas trop de médications par rapport. Les gens ont acheté des herbes, des trucs là qu'ils doivent utiliser. Des décoctions. Tout le monde voulait jouer à son rôle pour arriver quand même à arriver au bout de cette pandémie. Donc c'est un peu l'image que moi je garde de cette Covid. Donc je vois que chacun l'a vécu différemment selon son domaine de travail et puis selon l'endroit où vous passez le plus de temps quotidiennement. D'autres personnes aussi l'ont vécu et ils se sont confiés à nous dans ce micro-trottoir 1 que nous allons regarder. Le 6 mars 2020 a été détecté au Togo le premier cas du coronavirus. Je dirais que je ne croyais vraiment pas à son existence parce que pour moi, c'était comme un cauchemar ou encore une histoire imaginaire. Et puisqu'il y a corona, il faut partir en confinement. Donc nos cours sont maintenant en ligne, alors qu'il faut suivre les cours en ligne. C'était à la fois compliqué et difficile pour moi de rester dans ma zone où il n'y avait pas de connexion pour suivre les cours en ligne. Je suis spécialisée dans la production des amuse-bouches et avec le confinement, ce n'est pas vraiment ça le marché. On n'y vendait pas grand-chose. Alors j'ai dû réduire le taux de production et le prix de vente pour que tout le monde ait accès à ce produit. Mais l'intérêt n'y est plus. Donc il fallait que je fasse un choix entre abandonner ou continuer. Et comme abandonner n'est pas de ma nature, j'ai dû continuer jusqu'à aujourd'hui. Le 6 mars, on a le premier cas au Togo. On vivait paisiblement dans notre pays et subitement, nous avons le tout premier cas. On s'est dit en tant que ça va s'arrêter à ce premier cas. Mais au fil des jours, les cas augmentaient. On était arrivé à un pic où il fallait prendre des mesures contraignantes. En tant que travailleur journaliste, on était contraints de rester dans nos chambres et travailler. Or, l'information, généralement, on le trouve sur le terrain. Donc là, ça causait beaucoup d'embrouilles. On se posait la question, faut-il sortir pour aller attraper la Covid-19 et mourir, soit rester à la maison et peut-être mourir de faim? Bon, on était entre les deux. Voilà l'interrogation à laquelle on était confrontés. J'étais étudiante en 3e année d'ingénierie à l'époque où le 20 mars, on nous a dit d'aller à la maison parce qu'il y a cette pandémie qui devient très dangereuse et ça peut affecter tout le monde. Donc, par peur ou par prévention, on nous a demandé de rester à la maison. Donc, dans un premier temps, il fallait s'adapter en même temps à la situation qui nous exigeait à avoir les cours à distance. Donc, c'était pas évident pour des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment à l'outil informatique de pouvoir s'adapter immédiatement. Donc, il a fallu un temps avant qu'on ne s'adapte réellement à pouvoir utiliser, à pouvoir s'y mettre dans les bains réellement et avoir les cours à distance. Et a priori, c'était pas concevable à mon niveau qu'une pandémie qui est juste en Chine puisse aussi atteindre le Togo ou sinon atteindre tout le monde entier. Donc, je n'y croyais pas, même quand on me disait de me protéger, je ne croyais pas cela, je ne le faisais pas. Mais quand j'ai su que réellement, ça avait plutôt des conséquences vraiment très néfastes sur la vie et les gens mouraient même de cela, j'ai pris connaissance et conscience de cela, que c'est vraiment un danger et qu'il faut se protéger de là. Donc cela a permis également, moi je le prends de manière positive, cela a permis de pouvoir avoir plus de connaissances en informatique. Donc c'est là qu'on a commencé par utiliser les outils informatiques que tout le monde connaît aujourd'hui, les Zoom. Les webinaires qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à Covid quand tout le monde a pris connaissance de ces outils informatiques-là qui peuvent nous aider réellement. Voilà, quel résumé pouvez-vous faire des propos de ces trois intervenants, Dr Achou? Oui, c'est des interventions très pertinentes parce que, comme je l'avais dit au début, la Covid a entraîné des changements de comportement. Et donc, dans une intervention tout à l'heure, on a suivi l'introduction des cours en ligne. On parlera du système hybride, notamment le cours à distanciel et en présentiel.
Et donc, ça a créé, vous avez vu, des frustrations auprès de certains et auprès d'autres aussi. Ils l'ont reçu positivement parce qu'il y en a qui ont profité pour apprendre, approfondir leurs connaissances en matière... Dans divers domaines, notamment les domaines technologiques, l'Internet, et voilà. Et donc, bon, chacun l'a apprécié diversement, mais on sait que l'impact est là. Et nul ne peut le démentir. L'impact est là et c'est beaucoup plus négatif. C'est réel, voilà. Voilà. Oui, ce que je retiens, c'est d'abord l'honnêteté avec laquelle les intervenants ont parlé, parce que il ne s'agit pas, tout le monde a eu une assertion à un moment donné. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce n'est pas une machination? Ce n'est pas une invention pour que nous tous on soit dans la mode? Mais après, on s'est rendu compte que, attention, le virus va plus vite que la distance. Donc, de la Chine, le virus a atterri au Togo en passant par d'autres pays. Et quand les cas ont commencé par augmenter, ça a commencé par nous inquiéter de plus en plus. Et comme on le dit, le télétravail a été institué. Je pense qu'aujourd'hui, dans une loi du travail ou dans le code du travail, cela a été actualisé. Donc, c'est une des conséquences du Covid. Le télétravail a été introduit. On a essayé de réfléchir, le Parlement a essayé de réfléchir sur les modalités, etc. Donc, beaucoup d'institutions ont commencé déjà par utiliser le télétravail, à reconfiner les gens. Il y avait le confinement, le reconfinement, etc. Et voilà, donc c'est ce que moi je peux retenir. Bravo à ces jeunes qui ont montré la résilience, donc se sont rapidement adaptés parce qu'il fallait s'adapter pour pouvoir continuer par peut-être vaquer à ses occupations, continuer par entreprendre, continuer par travailler. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous m'aviez dit les images auxquelles l'évocation du nom Covid-19 vous amène. Tout à l'heure, nos amis nous ont parlé de ce qu'ils ont vécu personnellement. Maintenant, dites-nous, personnellement, vous-même, comment avez-vous vécu la Covid-19, Sylvanus? Écoutez, moi, je dois dire qu'au départ, j'ai été... Je veux dire, quel bouleversement aussi cela a apporté dans votre vie? Moi comme la fille l'a dit au départ, j'ai pas vraiment cru. Je n'ai pas vraiment cru. Mais très vite, un choix s'était imposé. Parce qu'à l'époque, je dis à l'époque parce que ça fait quand même 2 ans maintenant, quand ça a commencé, on avait tous eu peur. On avait vraiment tous eu peur. Le confinement, comme cela se faisait en Europe, ici, ça va être compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que d'ores et déjà, les femmes du marché, nos mamans et tout ça, ont commencé par rester à la maison. Mais une question s'est vite posée. Après 2, 3, voire 1 mois, c'était de choisir entre mourir de faim ou mourir de la Covid. Et c'est pour ça d'ailleurs que je souriais quand mon doyen parlait. La réponse était vite choisie. Les gens avaient tout de suite décidé, en se disant que il y avait plus de chances de mourir de faim que de mourir de Covid. Donc, on se protège et on y va. Donc, ça a été la réalité dans plusieurs familles, dans plusieurs maisons. Et moi, de façon personnelle, je vais dire que la Covid a apporté beaucoup de bien. Au-delà de tout ce qu'on peut raconter autour, ça a apporté beaucoup de bien dans le sens où les nouvelles technologies ont eu beaucoup d'avancées dans notre pays. Zoom existait bien avant Covid, sauf que Covid nous a fait redécouvrir les outils qu'on négligeait entre-temps. À part ça, il y a eu la création d'un certain nombre de métiers, comme les services de livraison, par exemple. Vous, personnellement? Moi, personnellement. Vous en avez créé? Oui, j'en ai créé. Donc, la situation a eu... Et c'est quoi le nom? Livrem. Okay. En effet, ça fait livre-moi. Donc, j'ai créé un service de livraison qui, justement, a permis à des gens de pouvoir vaquer à leurs occupations, en quelque sorte, en envoyant d'autres personnes qui, bien évidemment, devront se protéger. Donc, je dois dire que Covid-19, à la fois, ça me fait rire et en même temps... Ça te fait rire? Oui, ça me fait rire aussi parce que quand je vois un peu toutes les idées qu'on a eues là-dessus, les difficultés et tout ça. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi qu'en Afrique, en réalité, on est très fort. On est très fort, mais c'est parce que justement, on a toujours pensé qu'on était moins que ça. La Covid-19, justement, comme le disait mon... On est très fort. Qu'est-ce qu'on a fait pour que notre résilience soit aussi frappante? Moi, je me dis... On parlerait de la grâce de Dieu.
Non, quand je dis très fort, c'est vrai que c'est de façon imagée, mais c'est pour dire que les conditions dans lesquelles nous vivons ici en Afrique nous ont en quelque sorte formatés à faire face à ces genres de situations parce que, prenez par exemple toutes les difficultés. Tu veux dire qu'on a été habitué à la misère, on a été habitué au à la manque, misère, aux besoins, à la galère, ce genre de choses. Ce qui fait que la Covid n'a semblé si ce n'était pas les fake news qui circulaient beaucoup, je pense qu'on allait minimiser ça et puis je reste convaincu même qu'on allait pouvoir continuer librement nos occupations. Merci, Dr Agbodjan. Oui, votre quotidien, c'est l'hôpital. Et oui, c'est vrai, effectivement. Mais personnellement nous l'avons vécu, je l'ai vécu dans un état en fait, d'inquiétude. Inquiétude parce que par rapport à la propagation rapide, exponentielle du virus, parce qu'on se disait, mais tiens, ça commence en Chine, mais c'est à quel moment ça va venir chez nous? Et là, déjà, avec toutes les informations qu'on recevait, mais c'était bien prévisible que Covid allait revenir chez nous ici à Lomé, et au Togo et puis en Afrique de façon générale. Donc on s'était préparé, mais de toute façon le quotidien du soignant n'est fait que de vigilance, parce qu'il faut être sur le qui-vive. Au départ, lorsque le Covid était arrivé, le stress aussi, il ne faut pas oublier cela, parce qu'au départ, lorsque on a eu les premiers cas de Covid au Togo, mais le seul traitement que nous avons au départ, c'est l'isolement. Donc, c'est la première partie du traitement qu'il faut faire. Donc là, on était là sur le qui-vive. Chaque fois, lorsqu'on découvre d'éventuels symptômes de Covid, on est rapidement pour essayer de mettre la personne en isolement avant de penser aussi à ce qu'il faut faire. Il y a aussi cette façon incertaine que nous avons par rapport au schéma thérapeutique, donc au traitement. En tout début de Covid, c'est des tantons. Hein. On était là, on ne savait pas quel type de traitement qu'il faut proposer. Donc, on avait un schéma thérapeutique, mais qui n'était pas vraiment sûr. Donc, tout cela rendait en fait la profession un peu plus difficile au départ. Donc, il faudrait que tout le monde, il a fallu que tout le monde soit quand même dans un état donné pour pouvoir surveiller de près cette pandémie. Donc, bref, c'était pas facile aussi au niveau des soignants. C'était pas facile. C'est fermé, nous. En fait, Sylvanus m'a fait sourire parce que j'étais en train de penser à tout ce qu'on a bu. Tout ce qu'on a bu. Les décoctions. Du gingembre, je ne sais pas. Du citron, citronnelle. On a revalorisé en même temps l'aloe vera, etc. En fait, tout ce qu'on... Bon, aujourd'hui, on a survécu et on continue pas à être résilient, on s'adapte. Moi, systématiquement, j'oubliais même des fois, parce que je m'étais tellement habitué avec le masque que même au moment où je dois enlever le masque, carrément, j'oubliais. Donc, c'était devenu... Moi, ça ne me faisait plus rien et c'était devenu comme naturel. Et souvent, avec les jeunes que je rencontre, je leur dis, écoutez, vous voyez, les Chinois ont pu s'adapter parce qu'eux, ils portaient déjà le masque depuis. Pas à cause de la pandémie, mais à cause de la poussière. Et je leur donnais l'exemple de, voilà, il y a certaines villes minières, etc., où normalement, les populations devaient être en masque, normalement pour se protéger et non contre la pandémie. Et je voyais un peu aussi que malgré toute cette situation, il y avait encore des gens qui avaient difficilement l'accès au masque. Donc, quand vous voyez le masque sous leur menton, etc., le masque était tellement sale. Des fois, ça faisait réfléchir, mais écoutez, c'était aussi une situation qui n'était pas aussi reluisante, etc. Mais j'ai remarqué également, personnellement, le couvre-feu, qui était une situation où moi, professionnellement, à un moment donné, j'étais obligé de sortir dans la nuit parce qu'il y avait des situations, donc il fallait expliquer aux militaires de façon très polie, et je dis respect à eux parce qu'ils nous écoutaient des fois, ils disent voilà, voilà, et ils m'accompagnaient même à mon lieu de travail parce que j'étais obligé d'y aller. Mais il y a aussi eu certaines bavures ou des vidéos qu'on a vues qui nous ont fait flipper. Les gens se sont dit, ah mais si c'est comme ça, on faisait tout quand même pour rentrer, et au-delà, c'est des petites anecdotes mais qui font rire, mais qui font réfléchir en même temps. Apparemment, les femmes étaient contentes. Ça, c'est un autre débat. Les femmes étaient contentes parce que le mari rentrait plus tôt que d'habitude. Très vite. Bon, c'est vrai, les gens font des anecdotes, mais c'est une réalité. Et je pense que le docteur Atchou, en tant que sociologue, pourra sérieusement... On lui donne un sujet d'étude. Voilà, donc c'est un peu ce que je... C'est vrai, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu accès au masque.
Il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais vu le masque, ils en entendent parler. Il y a environ 3-4 mois, j'ai voyagé vers un peu l'intérieur du pays, vers Asrama, vous connaissez. Et je m'étais arrêtée au bord de la route pour acheter certaines choses. Et puis, il y avait une bonne dame qui vendait des oranges. J'avais mon masque et puis elle me disait, est-ce que tu as je veux essayer, comment c'est, qu'est-ce qu'on ressent? J'étais étonnée. Et je lui ai demandé, tu n'en as jamais porté depuis le début de la pandémie? Elle m'a dit non. Parce qu'il n'y en a pas ici. Hein. Nous, on vit comme ça. Et puis, on n'a pas peur de la maladie. C'était quand même des risques. Hein. Docteur Atchou, personnellement. Et le cas que vous venez d'évoquer, c'est un cas réel. Parce que l'une des conséquences de la Covid, c'est nous avons constaté qu'il y a eu cet écart-là, comment le dire, la pandémie a créé un écart, a renforcé des inégalités, c'est ce que je voudrais bien dire, des inégalités sociales, au point où les riches se sont beaucoup plus enrichis et les pauvres se sont beaucoup plus appauvris. Et vous pouvez le constater, les firmes pharmaceutiques se sont beaucoup plus enrichies, l'industrie de production de masques s'est enrichie, mais ceux-là qui ont payé le plus lourd tribut, c'est les petits commerces, les gens qui essaient de se sauver, de se nourrir au quotidien, l'informel. Et c'est grâce aussi à l'informel qu'on a pu supporter, qu'on a pu faire face à la Covid. Parce qu'arrivé à un moment, nous ne sommes pas comme les Occidentaux où il y avait eu confinement total, les gens continuaient par recevoir des pensions, les gens continuaient par avoir des livraisons à la maison. Mais ici, si tu ne sors pas, tu ne manges pas. Et donc, il y avait des gens qui n'avaient pas accès, qui n'avaient pas le moyen, et les moyens pour acheter les masques. Et donc, au même moment, il y en avait qui avaient les moyens, qui s'en procuraient. Et voilà. Donc, ce n'est pas étonnant de voir qu'ailleurs, les gens... Ils en entendent parler, mais ils n'en ont jamais vu. Ils n'en ont jamais vu. Voilà. Ils ont bien la volonté de les porter, mais leurs moyens ne leur permettent pas de s'en procurer. Voilà. Oui. Pour abonder dans le même 2 sens, secondes. c'est saluer également l'ingéniosité des populations, des gens qui se sont adaptés à pouvoir créer des masques réutilisables. Parce que vous savez qu'avant, les masques, on achetait des masques ici, 1 à 1500. Aujourd'hui, ces masques traînent dans la rue, c'est à 25 francs une personne. Finalement, tout le monde avait ça. Mais avec les masques réutilisables, c'était un avantage et il faudrait saluer tous ces artisans et artisanes qui se sont vraiment battus pour pouvoir confectionner des masques que les gens pouvaient porter et laver et ne plus avoir des inquiétudes pour en acheter. Voilà. Les gens ont lavé des masques jetables ici à Lemay. Donc, beaucoup de questions taraudent l'esprit des gens, je l'avais dit tout à l'heure. La pandémie est-elle terminée? La fin de la pandémie est-elle proche? Le monde s'approche-t-il enfin du retour à la normale? Quand va-t-on s'en sortir? Donc, ce sont là certaines des questions que l'on se pose. Je ne sais pas ce que vous vous en dites. Sylvanus. Je vais être honnête avec vous. Et c'est ma façon de voir les choses. Je me dis que la pandémie est en train de tirer à sa fin. C'est ma façon de voir les choses. Récemment, au Gabon, j'ai suivi une allocution du président Bongo qui demandait à ce que le gouvernement, comment dire ça, le mot m'échappe, mais suspende toutes ces mesures-là qui tournaient autour du Covid. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut accepter la réalité et puis y faire face. Donc, selon Sylvanus, la pandémie tire à sa fin. Oui, ça c'est un. De deux, je me dis qu'au bout d'un moment, il faut que nous apprenions, nous, Africains, à faire les choses de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à éviter de copier ce qui se fait. À compter sur nous-mêmes. À compter sur nous-mêmes et à éviter justement d'essayer de faire du copier-coller, surtout pour les pays francophones. Je reste convaincu que beaucoup de pays africains attendent à ce que la France, encore que c'est déjà le cas d'ailleurs, mais on en parle peu, beaucoup de pays commencent déjà par supprimer toutes ces restrictions et tout ça, parce que ça fait beaucoup de mal à leur économie, à leur population. Donc je crois qu'au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on y arrive et de façon rapide, parce que ça fait beaucoup de mal que de bien. On doit s'adapter et on doit essayer justement de la résilience, on l'a déjà eue. Maintenant, on est beaucoup habitué à ça et je crois que le monde doit continuer. On doit continuer à avancer, justement. C'est Fiamenou. Ok, pour moi, je pourrais dire que la pandémie tend vers une maladie normale, comme le paludisme, comme, je ne sais pas, toutes les autres maladies avec lesquelles nous allons vivre, parce qu'on ne pourra pas dire que la pandémie est totalement terminée.
les effets vont rester, etc. Et on va vivre avec. Donc, quand tu as le palu, tu te soignes, tu suis un traitement de 3 jours, 1 semaine, etc. Et finalement, vivement que nous en arrivions à cela et que les gens continuent par comprendre. Il faudrait qu'on rééduque aussi la population pour que les gens comprennent que le masque, ce n'est pas forcément contre la pandémie, mais c'est peut-être contre aussi les poussières. Vous savez, avec tout ce qui se passe, normalement, même pour des zones où on fait des routes aujourd'hui, tout le monde a été en masque. Ce n'est pas une histoire de pandémie, etc. Mais normalement, pour pouvoir éviter l'inhalation de la poussière et d'autres, donc on peut créer d'autres maladies, peut-être qui sont pires que la Covid, on ne sait jamais. Donc c'est toujours bien de continuer par se protéger. Pour moi, je pense qu'on tend vers plutôt une maladie normale qu'on pourra traiter sans avoir beaucoup de stress en tant que soignant. Docteur Atchou? Oui, à mon niveau, je peux dire que nous tendons vers la fin, comme les autres l'ont dit. Mais pour remonter un peu dans l'histoire, nous savons que le monde a connu une série de pandémies. Et aujourd'hui, nous sommes à la 8e. C'est la Covid qui est la 8e. Et il y en a qui ont disparu d'elles-mêmes. Et il y en a aussi, parce qu'on a trouvé des médicaments, on a trouvé des vaccins, comme le cas de la Covid. Et le vaccin a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre cette maladie. Et il y a eu des maladies comme la fièvre jaune, la peste noire, ainsi de suite. Et il y a aussi le choléra. Le choléra, il fut un temps, on disait que non, c'était fini, parce qu'on a trouvé un remède, un vaccin, on disait que c'est fini, voilà. Mais aujourd'hui, bizarrement, nous traînons le corona jusqu'à ce jour. Donc ici, c'est... Oui, le choléra. Oui, donc, et puis, il y a des épidémies de choléra dans des points du monde à tout moment. Exactement. Mais entre-temps, quand le choléra était venu, les gens disaient que non. Arrivé un moment, tout le monde pensait que c'était fini. Tout le monde pensait que c'était fini. C'est comme Ebola aussi. C'est comme Ebola. Et donc, cette maladie existe jusqu'à ce jour. Et donc, nous devons être prudents. Il faut être beaucoup prudent, observer toujours les mesures barrières. Et l'avantage aussi, c'est le lavage des mains, qui est une mesure hygiénique que nous devons continuer par appliquer. Okay. On peut dire que bon, il y a eu des conséquences tant négatives que positives, mais nous avons quand même retenu beaucoup de choses positives de la Covid. On a appris beaucoup de choses. Exactement. Docteur Aboudjan. Oui, merci. Je pense qu'en fait, dire actuellement qu'on s'approche de la fin ou dire que la pandémie tire vers sa fin, bon, ce serait compliqué à dire. Parce qu'en fait, il faudrait... la pandémie, en fait, c'est une épidémie mondiale, d'accord, qui se retrouve un peu dans toutes les contrées de la Terre, presque, disons cela. Donc, ce qui fait que lorsque, par exemple, ça a l'air d'aller mieux dans notre pays, ça ne veut pas dire forcément qu'on a les mêmes données ou les mêmes statistiques dans les autres pays ou dans les autres coins du monde. Donc, du coup, il faudrait aussi prendre en compte d'autres paramètres pour pouvoir déclarer la fin d'une pandémie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'il y a des petites résurgences momentanées ou régulières de la pandémie ou de la Covid dans les contrées un peu partout, on va toujours parler de la pandémie. Pour l'instant, c'est un peu ça. Mais là, de façon formelle, c'est l'OMS qui déclare une pandémie. Une pandémie qui est globale, c'est mondial, donc c'est l'OMS qui déclare. Donc naturellement, c'est à l'OMS que revient en fait à la charge de siffler la fin. C'est l'arbitre qui a fait démarrer le match. Donc c'est un peu en fait ce à quoi nous pouvons dire. Mais par exemple, comme le docteur Atchou vient de le dire, et M. Cessi aussi l'a dit, c'est vrai, on va arriver à un niveau où ça va être, on devra vivre en fait avec la maladie. Oui, s'habituer avec la maladie. Là, on serait en train de parler de la phase endémique, c'est-à-dire c'est une maladie qui ne va plus envoyer beaucoup de personnes en hospitalisation. On ne va plus entendre parler des vagues qui vont venir de temps en temps. Les infections ne seront pas là tellement il n'y aura pas plusieurs cas journalièrement comme on a l'habitude de voir. Donc ça serait des infections qui vont avoir des rythmes un peu plus constants. Et déjà là, on peut parler de phase d'endémie et petit à petit, on va aller à la fin. Un jour, la fin ne signifie pas l'éradication. Donc, on va vivre avec la Covid et mettre ça dans notre habitude, je pense bien. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, on vit une période d'accalmie et après 2 semaines de pause, la coordination de la riposte contre la Covid a tenu un point de presse le 2 mars passé. Écoutons les propos du coordonnateur. C'est avec Ekoui Sala. Un cas
Après 2 semaines de pause, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 de nouveau face à la presse. À l'ordre du jour, l'état des lieux de la situation pandémique au Togo. Il en ressort que les nouveaux cas de contamination se font de plus en plus rares, et cela depuis quelques semaines. On est parti des chiffres de mi-décembre, début janvier, avec les chiffres de 3000 par semaine, pour arriver au début du mois de février à 81 cas par semaine. La semaine du 9 au 15 février, toujours 81 cas. Et la semaine dernière, du 16 au 22 février, nous avons noté 71 cas. Donc le nombre de cas continue par baisser. Et cette semaine, la période du 23 février au 1er mars, nous avons noté 44 cas, avec des jours où nous avons eu seulement qu'un seul cas. Au regard de ces chiffres sans cesse décroissants et encourageants, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures restrictives. Il est autorisé, entre autres, la reprise des activités culturelles et sportives sur l'ensemble du territoire national. La coordination appelle dès lors la population au respect des mesures barrières et surtout à privilégier la vaccination pour l'éradication totale du coronavirus. Pour ce qui est de la vaccination, si je prends la vaccination des 18 ans et plus, le nombre de ceux qui ont eu la première dose, plus d'1 550 000, ce qui représente en gros plus de 36% des 18 ans et plus. Et ceux qui ont eu les 2 doses représentent plus de 1 139 000 cas, ce qui représente 28%. Et les personnes de 12 à 17 ans qui ont eu leur première dose représentent 85 694 et ceux qui ont eu une seule dose de 12 à 17 ans représentent 1128. Notre taux de guérison est plus de 99%. L'allègement du dispositif ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance actuelle de la vaccination. La délivrance de faux passes vaccinaux est formellement proscrite. Tout contrevenant sera sévèrement puni selon les tests en vigueur, a rappelé la coordination. Vous l'avez remarqué, vous venez de suivre un reportage de la rédaction que vous avez eu à suivre dans le JT de 20h du 2 mars passé. Selon vous, quel effet peut-on attendre de 2 ans de pandémie, Dr Atchou? Attendu de ces 2 ans de pandémie, c'est la misère, comme je l'ai dit. La misère s'est accentuée, surtout dans les milieux ruraux et dans les pays développés. On a vu les riches qui se sont beaucoup plus enrichis. Et donc, pour rattraper ces 2 ans, ça ne sera pas chose aisée, chose facile. Et donc, nous saluons les mesures prises par le gouvernement, le cas de qui est une mesure sociale d'urgence. Ce n'est pas aussi... On pouvait encore apprécier cela et chercher des mesures beaucoup plus pérennes. On sait certes que Novici a joué son rôle, a porté assistance, mais il faille trouver des mesures beaucoup plus convaincantes qui peuvent durer dans le temps, des mesures sociales. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis malade, je vais à l'hôpital, je n'ai pas les moyens, au moins avoir les premiers soins. Voilà. Et donc, les conséquences sont là et les entreprises ont connu beaucoup plus de coûts, ont reçu beaucoup plus de coûts. Et nous saluons également en ce moment-là l'OTR qui a rapidement pris la mesure de la chose en allégeant certaines charges, certaines taxes pour juste permettre à certaines entreprises. Il y a plein
Entreprises qui ont disparu dans cette histoire. Il y en a qui Surtout ne peuvent... les entreprises culturelles. Les entreprises culturelles qui ne peuvent jamais plus se réveiller. Donc, les conséquences sont là. Nous allons prier 2 ans, c'est pas petit. L'essentiel, comme Sylvanus l'a dit, c'est de se ressaisir. Il faudrait qu'on se ressaisisse. Et compter sur soi-même. Et compter sur soi-même. Voilà, et compter sur soi-même. L'aide ne viendra plus d'ailleurs. Voilà, compter sur soi-même pour pouvoir faire face aux conséquences qui sont pratiquement derrière nous. Voilà. Sylvanus? Moi, je pense qu'il faut vraiment que nos États commencent d'ores et déjà par prendre la mesure de la chose, se rendre compte, je vais peut-être me répéter, qu'il faille que nous comptions sur nous-mêmes. Nous avions, pendant la pandémie, je ne vais pas dire remarqué, parce qu'on le remarque déjà depuis d'ailleurs, mais on a ressenti davantage qu'on avait besoin de centres hospitaliers de qualité. On a ressenti qu'il fallait à tout prix des mesures sociaux qui encouragent les populations, qui supportent les populations. Et moi, je crois, j'avais entre-temps même proposé sur une plateforme comme ça, de changer nos vies ici carrément en allocation chômage, hein, pourquoi pas. 6 500, ce n'est pas grand-chose, mais en même temps, ça fait beaucoup de bien à des familles. Et ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que même pendant ce temps-là, il y avait des gens qui avaient les moyens qui sont quand même allés chercher les 6 500. En fait, c'est que beaucoup de gens n'ont pas maîtrisé les critères de sélection. En fait. De toutes les façons, je crois que la pandémie a mis à nu un certain nombre de faiblesses qu'on avait. Moi, j'ai un exemple type là, le président malgache qui avait sorti son Atia et tout ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'un chef d'État fait de lui-même la promotion d'un produit, mais ça avait tellement de mal à entrer dans les idées, à ce que les gens consomment. Alors, qu'en serait-il pour moi, un petit entrepreneur lambda d'un quartier? C'est pour dire que voilà les réalités qui sont là. Donc, l'hôpital Saint-Pégrin est toujours en construction. Je me demande bien quand est-ce qu'on va en finir. Il faille à tout prix qu'on ait des hôpitaux de qualité. Ici, au Togo. Ici. Et puis, merci. Un certain nombre de mesures qui supportent les plus misérables. C'est très important. Docteur Atchou, quoi attendre de ces 2 ans de pandémie? Oui, effectivement, comme je rejoins un peu Sylvanus. Là, c'est déjà le système de santé du Togo, c'est vrai, mais de l'Afrique en général, qui est mis à l'épreuve avec cette vague qui arrive. Personne ne s'y attendait. Comme quoi, on devait vraiment... ça nous a permis de voir clair qu'il faudrait vraiment... Comme aujourd'hui, on peut parler de la course aux armements. Il faudrait vraiment qu'on se lance vraiment maintenant à la course aux équipements médicaux et autres pour pouvoir revoir les structures hospitalières, relever un peu les plateaux techniques. Sinon, parce que cette pandémie, si ça devait... Comme est-ce que nous avons vu l'allure à laquelle les Européens ont subi vraiment le fouet de la Covid, si ça devait être le cas en Afrique, ça deviendra, en fait, on vivra l'apocalypse. Ça va être compliqué. C'est pourquoi l'OMS au début avait déjà prédit, oui, c'est ça, Sylvanus avait toujours raison, l'hécatombe. Et maintenant, les raisons qui expliquent le fait que l'Afrique demeurait encore solide. Bon, là, c'est un kiff, on va en parler après. Donc, du coup, on a vu quand même ces effets. Vraiment, il faudrait qu'on repense vraiment notre système sanitaire. Et aussi, il faut que les politiques se pensent encore sur dans d'autres catégories, d'autres domaines, pour pouvoir renforcer la population dans d'autres domaines, pour éviter à ce que, quand même, si on arrive à confronter encore peut-être une épidémie, une pandémie encore nouvelle qui peut encore arriver, qu'on soit vraiment prêt face à ces événements-là, à y faire face. Okay. Merci. Je pense, en termes d'effets attendus, il faudrait, comme on l'a dit, de renforcer les systèmes de santé. Et je rappelle qu'entre-temps, beaucoup de pays africains ont ratifié ce qu'ils appellent l'accord d'Abuja, où ils ont dit qu'ils mettront dans le budget national 15% du budget national pour la santé. Et aujourd'hui, le Togo est encore loin de 10%. Le Sénégal est déjà à 13, 14, donc ils font la pluie et le beau temps. Ils sont un bon élève. D'autres pays sont à 1%. Donc le Togo est en avance par rapport à d'autres pays. Mais il faudrait qu'on puisse vraiment le faire et c'est des plaidoyers qu'on fera. Et au-delà, il faudrait qu'on puisse également reparamétrer notre système en termes d'éducation. Parce qu'il faudrait... Personne n'a jamais prédit ou prévu une pandémie.
mais il faudrait qu'on commence par changer les choses de telle sorte à ce qu'on puisse apprendre aux enfants que par rapport à telle situation, il faut pouvoir se comporter de telle manière, de telle manière. Préparer, quoi. Le docteur Achou a déjà prévu cela. Cela ne devait pas être une corvée. Non, en fait, je disais, le docteur Achou a parlé de cela parce que cela ne devait pas être une corvée comme on l'a constaté. Le lavage des mains. Au C1, déjà, on nous apprenait cela. C'est toujours une corvée, même pour des adultes, c'est toujours une corvée. Parce que nous n'avons pas adapté ça comme une habitude, on a trouvé ça comme une corvée. Alors que normalement, si c'était instinctif et naturel, ça devait être vraiment efficace et que les gens de façon... Vous voyez, vous allez voir des gens aujourd'hui, devant la nourriture, ils sont capables d'oublier rapidement qu'ils doivent se laver les mains. Mais ces réflexes-là doivent vraiment revenir. D'accord, merci beaucoup, Cécile. Voilà. Nous vivons une période d'accalmie. Les gens l'apprécient selon leur quotidien. Donc, nous allons suivre nos amis dans la deuxième partie du micro-trottoir. Ils nous diront quelle appréciation ils font de cette période d'accalmie. Apparemment, tout est calme. Nous ne parlons plus de coronavirus. Tout le monde a repris son activité et c'est bien. Mais personnellement, je n'ai pas peur. C'est plutôt la prudence. Puisqu'on dit prudence est mère de sûreté. Alors quand je sors pour protéger l'autre, je porte les masques, les cache-nez. Je lave régulièrement mes mains et tout ça, ce sont des gestes barrières. Il faut être plutôt vigilant, prudent que d'avoir peur. Moi, je suis complètement fier parce que nous sommes en train d'aller au bout de la pandémie. Même ce matin, je lisais encore sur la page Twitter du gouvernement où on disait qu'il y a 0 malade dans les centres de Covid-19. Je suis très fier, mais il ne faut pas tout de suite crier victoire. Parce qu'on a connu des cas comme ça où il y a eu des pics à nouveau. Le gouvernement appelle les gens à se faire vacciner, à continuer par respecter les mesures barrières. C'est là que je vais inviter mes confrères, mes frères, mes soeurs à continuer à respecter les mesures barrières qui sont le port de cache-nez quand on est en public, de se laver régulièrement les mains. Je rappelle que le lavage des mains, ce n'est pas pour nous protéger seulement de la Covid-19, mais il y a d'autres maladies que nous attrapons juste en ne lavant pas les mains régulièrement. Donc, je suis tout fier, mais un peu de prudence, continuons pas à respecter les mesures barrières. Et je pense que si on continue cette même lancée, dans peu, on va décréter un Togo sans Covid-19. Depuis quelques semaines qu'on a eu encore connaissance de cette accalmie, personnellement, ce n'est pas une peur qui m'anime, mais c'est plutôt la prudence. On est passé par déjà des étapes qui ont été plus critiques que cela. Donc aujourd'hui, avec toutes les mesures de gestion de cette crise qui sont mises en place, je pense qu'on va juste les observer et les observer de manière plus scrupuleuse. Donc en portant les cache-nez régulièrement, en se lavant la main comme on l'a dit et en gardant toujours les distanciations de 1 mètre. Donc ce n'est pas la peur mais c'est la prudence qu'il faut observer ces temps-ci pour s'en sortir. Un téléspectateur pose une question. Salut, pardon. Quand est-ce qu'on va laisser les cache-nez? Docteur Agodjan. Oui, nous venons de suivre un élément très intéressant tout de suite par rapport à ces mesures barrières que nous avions adoptées depuis le début de la pandémie. Le port de cache-nez, par exemple, M. Cécile avait dit tout de suite, en fait, en milieu rural, vous êtes dans un milieu où il y a poussière et consort, vous pouvez vous porter le cache-nez, vous avancez. Maintenant, le port de cache-nez dans le cas Covid, c'est une mesure de protection, une mesure barrière. Donc, puisque il y a quelque chose qu'on parle, on parle d'immunité vaccinale, par exemple, l'immunité vaccinale, l'immunité naturelle, par exemple, c'est-à-dire nous avons beaucoup de personnes qui se sont vaccinées. Il y a eu Covid dans la population, il y a des gens qui se sont remis après, donc c'est eux, ils acquièrent l'immunité naturelle. Déjà, les pays où nous avons constaté, où ils ont laissé déjà les masques, ils demandent aux gens d'abandonner les masques, et c'est parce qu'ils se sont rendus compte, vis-à-vis des statistiques, qui se font voir que non, bon, là, on peut se passer de ces masques-là. Et donc, bientôt, je pense bien, bientôt, avec les santé publiques togolais, ils vont revenir sur ça et avec l'évolution, avec la statistique, on va revenir pour laisser quand même un jour... Je crois que si notre ami nous a bien suivis depuis le début de l'émission, nous l'avons dit, porter le cache-nez, ce n'est pas seulement contre la Covid-19. Oui. Et par rapport au reportage, il est bien dit qu'au Togo, les mesures barrières restent toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Oui, justement. Vous, personnellement, quel sentiment vous anime au cours de cette période d'accalmie? Espoir, prudence, Sylvanus?
Naturellement, beaucoup d'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc, prudence aussi, bien évidemment. Mais, moi, j'ai été honnête avec vous. Hein. J'ai hâte. Que ça finisse. Parce que, sincèrement, on en a ras-le-bol. Je crois qu'il y a d'autres maladies qui vont arriver et tout le reste, mais je me dis qu'au bout d'un moment, tant que l'Afrique se prépare à ce genre d'éventualité, je pense que même si notre pandémie arrive et tout le reste, je reste convaincu quand même qu'on va réussir à l'affronter de façon beaucoup plus efficace, en faisant beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de... Et ce qui est intéressant, c'est que dans les villages, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'influence médiatique, la Covid est passée pratiquement inaperçue. Mais c'est plus dans les villes où on est habitué aux réseaux sociaux, qu'on a beaucoup jeté des fake news et tout ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de paramètres à voir. Mais dans tous les cas, nous, en tant que citoyens, devons garder quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de prudence. C'est fermé, nous, en 2 secondes, nous allons vers la fin. Beaucoup de prudence, beaucoup d'espoir également, et la prudence de façon modérée. Parce qu'on ne va pas continuer par vivre dans la psychose totale. Donc, on va être prudent. Et la prudence là, doit être marquée par le fait qu'on puisse penser que c'est tout à fait naturel qu'on se protège. C'est tout à fait naturel. Comme on le dit, par exemple, le port du casque, par exemple, pour un motocycliste, ça doit être normalement naturel. C'est pas... Donc, on devrait arriver au fait que porter le masque, se laver les mains, faire ci, faire ça. Et maintenant, nous saluons également la décision du gouvernement qui a ouvert le champ pour que les activités culturelles reprennent. Ça va être un ouf de soulagement pour les acteurs culturels qui sont aussi une partie des acteurs de développement de la nation. Merci. D'accord, merci beaucoup, Dr Abodjan. Oui, justement, comme M. Sissi vient de le dire, c'est important. Il faudrait juste que les gens, les téléspectateurs savent, juste savoir qu'en fait, c'est une chronologie qu'il faut suivre. D'accord, c'est une chronologie dans les décisions, s'il faut abandonner le masque, s'il faut arriver à soit les mesures barrières et qu'on sorte, c'est une chronologie par rapport aux données que nous recevons. Et par exemple, lorsqu'on parle de la Covid-19, on sait que c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas. Bon, Sionis n'est pas trop d'accord, mais lui veut vite finir avec cette histoire. Parlez-nous surtout du sentiment que vous inspire cette période que nous vivons. Donc, en fait, c'est la prudence, comme tout le monde l'a dit, c'est la prudence. On reste prudent quand même par rapport à d'éventuels pics encore, mais on espère qu'on n'aura plus de pics. Et avec les moyens de surveillance que nous avons maintenant à notre actif, je pense bien qu'on peut bien gérer cette pandémie jusqu'à la fin. Tout comme les autres viennent de le dire, c'est un sentiment de parce que bientôt, il y aura encore la cohésion sociale. Moi, je le vois souvent, surtout sur il y aura chaleur-là humaine, de pouvoir serrer son prochain dans Nous sommes en Afrique. C'est la particularité de l'Afrique et on ne peut jamais nous l'enlever. Voilà. Et donc, ça renforce la cohésion sociale et ça permet de renforcer davantage notre résilience. Voilà. Et donc, si nous devons être toujours, nous devons observer les mesures barrières, les mesures port de cache-nez, pour continuer à nous faire vacciner, pour qu'on puisse atteindre immunité collective, que les autres mesures prises par l'État sur des frontières, parce qu'aujourd'hui, de la libre circulation des biens et des frontières encore sonner. D'accord, merci beaucoup. Cette fin de la pandémie. C'est vrai, la situation s'améliore, mais je me répète, les mesures barrières restent en vigueur au Togo. Donc la jeunesse étant une frange souvent réfractaire à ces barrières, quel conseil ou quel message particulier avez-vous pour les jeunes cet après-midi, M. Sissi, conseiller de jeunesse? Ok. Le conseil que moi j'ai à donner à la jeunesse, c'est qu'elle prenne en main son propre développement
et on ne peut développer que lorsqu'on est en vie. Donc, on ne va pas compter les non-vivants, si on peut le dire comme ça. Je ne veux pas dire les morts. On ne va pas compter ceux qui ne sont pas vivants. Donc, en tant que jeunes, nous sommes la frange de la population active. Nous avons plein d'innovations en nous. Nous avons plein d'idées. Et nous sommes la relève d'aujourd'hui. Enfin, nous sommes déjà des acteurs et la relève de demain. Mais on ne peut compter sur nous que si nous sommes en bonne santé et que si nous pouvons explorer ou faire éclore notre plein potentiel. Donc, dans ce sens-là, j'encourage vraiment les jeunes, en tant que citoyens, d'abord de respecter les mesures que les détenteurs de droits obligations édictent pour nous protéger, parce que l'État a la lourde responsabilité d'assurer la sécurité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit physique, etc., de ses concitoyens. Donc, quelque part, c'est aussi un mal de tête que l'État a lorsqu'il voit de façon, quand il est impuissant et quand il n'arrive pas à réagir face à certaines situations. Donc, l'État ne le fait pas forcément parce que c'est un plaisir de contraindre les gens, mais c'est parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes et à un moment donné, vous avez vu que c'était dur avant. On a commencé avec le couvre-feu. Après, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a l'allègement. Donc, ça veut dire que c'est une dynamique. Donc, c'est un processus. Et au fur et à mesure, lorsque nous serons de bons citoyens en tant que jeunes et nous respecterons les lois, etc., tout ce qu'on dira, ça nous aidera aussi à pouvoir vivre pleinement. Merci et beaucoup. pouvoir mettre notre talent au service de la nation. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. Le temps passe vite. Je remercie chacun pour son apport. Chers amis de Podium Jeunesse, après 2 ans de pandémie, vous l'avez remarqué, le monde est partagé entre peur, espoir et prudence. À ce jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation s'améliore, mais reste préoccupante à travers le monde. Les vaccins continuent d'offrir la meilleure protection contre l'infection et l'hospitalisation. Au Togo, les restrictions ont été un peu allégées, mais les mesures barrières restent en vigueur. Donc, pour finir, je conclus avec ces propos de Joe Biden, le président des USA, je cite, « Nous allons continuer à lutter contre ce virus, comme nous le faisons pour d'autres maladies, mais nous devons rester prudents. » Je remercie l'équipe de la réalisation. Vous aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je n'oublie pas mes 2 assistantes, Félicité Tchakpla et Edith Akapo. Le samedi prochain, je vous retrouve pour un autre numéro de Podium Jeunesse. D'ici là, mesures barrières. Au revoir.